Bonsoir à tous, chers invités, chers partenaires, chers amis. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à l'Abiat. Nous sommes très honorés par votre présence avec nous ce soir. La situation actuelle de notre pays nous impose à tous un niveau d'engagement additionnel et l'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre volonté, en tant qu'opérateur économique et financier, de participer à l'enrichissement du débat économique de notre pays. Nous souhaitons que cette conférence soit un espace d'échange d'idées entre opérateurs économiques, décideurs, experts locaux et internationaux, permettant de mieux éclairer les choix que la Tunisie devra faire dans l'avenir. Le choix du thème de cette première conférence, les déterminants du décollage économique de la Tunisie dans le monde d'aujourd'hui, a été motivé par trois principales raisons. D'abord, c'est un sujet qui nous projette vers l'avant dans la recherche constructive de solutions, beaucoup plus que dans l'analyse de la situation ou sa qualification. Ensuite, il nous a paru important, au moment où des choix économiques majeurs vont devoir se faire, de contribuer à une réflexion profonde autour des options possibles et des enseignements qu'on peut tirer d'autres expériences ailleurs. Enfin, ce thème place aussi la Tunisie dans un contexte économique mondial dont les dynamiques et les enjeux sont déterminants pour l'avenir de notre pays. C'est donc cette volonté de nous inscrire lors de cet événement dans la recherche de solutions, avec une vision de ce qui marche et de ce qui ne marche pas ailleurs, qui explique la raison derrière le choix de notre conférencier de ce soir, M. Lionel Zinsou, que je tiens, en votre nom, à remercier d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence malgré son agenda serré. Suite à son intervention, je vais vous présenter M. Lionel Zinsou dans quelques instants. On aura aussi l'occasion de débattre avec lui lors d'un panel avec deux autres panélistes que sont Siliès Jouini et Sinourdine Haji, que je vous présenterai tout à l'heure au début du panel. La première partie de cette conférence sera l'intervention de M. Zinsou sur ce sujet. M. Zinsou, pour ceux qui ne le connaissent pas, est diplômé de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et des universités de Paris 4 et Paris 7 en histoire économique. Il est diplômé aussi de Sciences Po. Il a été Research Student de la London School of Economics. Il a été au début de sa carrière professeur agrégé de sciences économiques. Il a dirigé aussi le Centre des sciences économiques et des sciences sociales à l'École normale supérieure. Il a eu aussi une carrière très très riche au sein de pas mal d'opérateurs économiques, parmi lesquels le groupe Danone, où il a été directeur du développement, où il a été directeur général, membre du comité exécutif du groupe. Il a par la suite été associé gérant de Rothschild et compagnie, et il a dirigé aussi PAI, un des premiers fonds d'investissement en France. Il a eu aussi un intermède politique. Il a été Premier ministre au Bénin entre 2015 et 2016. Peut-être qu'il nous dira des choses sur cette expérience. Et actuellement, il est fondateur et managing partner de Southbridge, une société de conseil financier qui travaille entre l'Europe, plus spécifiquement Paris et Londres, et l'Afrique. Au-delà de ses rôles au sein d'opérateurs économiques importants, il est très engagé au niveau sociétal. Il a des responsabilités associatives. Il est président de la Fondation de l'École normale supérieure, de la Fondation Terra Nova. Il est aussi impliqué en tant qu'administrateur à la Fondation Ashimaga, la Fondation Sanofi et, bien entendu, la Fondation Zinsou. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Zinsou pour son intervention et nous continuerons les débats avec lui lors du panel que je vous présenterai par la suite. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement. Merci, Elias, de cette introduction. Monsieur le Président de la BIAT, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de toute la Tunisie, je suis très très impressionné, je dois dire. Je me faisais la remarque que cette réunion est inassurable. On ne peut pas assurer tout le PIB d'un pays réuni dans une salle. Donc merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, chers amis,
Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, ça va être un propos modeste. Tout à l'heure, je demandais aux organisateurs pourquoi choisir quelqu'un d'ignorant pour porter un regard sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors, j'ai beaucoup d'amour pour la Tunisie. J'ai la chance d'y avoir séjourné. Vous avez rappelé diverses vies professionnelles. C'est vrai que j'y suis venu comme enseignant, j'y suis venu comme fabricant de yogourt, j'y suis venu comme banquier d'affaires. J'y suis venu un peu sous toutes les formes de ce que je faisais professionnellement. Enfin, ça n'est pas assez pour apprendre la Tunisie. Donc, vous allez pardonner les approximations. Mais ce que vous m'avez demandé, justement, c'était d'avoir un regard sur le futur de la Tunisie, le positionnement de la Tunisie, tel qu'on peut la regarder quand on est à la fois, quand on est en même temps, comme dirait le président de la République française, que vous allez recevoir dans quelques jours, en même temps et africain et européen. Parce que, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, Monsieur le Ministre, dans la conversation et avec quelques autres experts, la Tunisie est tellement européenne qu'elle est, dans la structure de ses échanges, plus européenne que la plupart des pays de l'Union européenne en termes de poids du reste de l'Europe dans les échanges. Et en même temps, pour nous autres Africains subsahariens, puisque donc je suis béninois, c'est évidemment un pays frère, c'est un pays qui a été un pays de référence politique tout au long de son histoire. Et d'abord avec l'indépendance et avec une présence et une solidarité extrêmement forte dès les années 50 avec l'ensemble des mouvements qui aspiraient à l'indépendance en Afrique subsaharienne. Mais évidemment, on est proche du 14 janvier, évidemment dans les derniers développements politiques. Au fond, quand on voit apparaître des manifestations des jeunes qui se rebellent en Afrique subsaharienne, on pense immédiatement, nous allons vivre notre révolution arabe, ce qui est d'ailleurs arrivé au Burkina, quand il y a eu une tentative de se pérenniser au pouvoir par changement constitutionnel du président Compaoré, et que la jeunesse a fait prévaloir la démocratie. Donc, vous êtes une quintessence, depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, des aspirations démocratiques et des aspirations sociétales. Il y a un chiffre qui me frappe beaucoup toujours sur la Tunisie, c'est qu'à l'indépendance, le niveau d'alphabétisation était faible et celui des filles était la moitié de celui des garçons en Tunisie. Et à aujourd'hui, vous avez le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique et il est égalitaire. Par conséquent, si vous voulez, on ne peut pas être plus africain au sens où on ne peut pas avoir plus de respect que ce que nous avons pour la Tunisie dans un grand nombre de domaines. Et en même temps, on ne peut pas être plus européen. Donc, comme je me sens l'Européen du fils de ma mère que je suis et le béninois du fils de mon père, donc, ce n'est qu'à ce titre que je regarde la Tunisie et que je voulais partager avec vous quelques idées. L'une des toutes premières idées, c'est en allant sur le site de mes amis d'un grand fonds d'investissement très important en Afrique qui s'appelle Abradj. J'ai lu une description de la Tunisie dont je me suis dit, elle a donc été écrite par des Émiratis et pas par des Tunisiens, parce qu'elle était dithyrambique sur la Tunisie. Et Abradj expliquait son investissement dans Tunisie Télécom, c'est-à-dire, je ne vous apprends rien, la reprise d'une autre participation émiratie et la prise de 35% de l'investissement dans Tunisie Télécom. Et la description, je vous invite à aller sur le site d'Internet d'Abradj, est absolument extraordinaire.
une chance extraordinaire dans un pays où le taux d'équipement en téléphone portable est supérieur à 140%, d'investir dans une société. Nos amis d'Orange présents dans la salle au premier rang me pardonneront de parler un petit peu trop de Tunisie Télécom, mais allez sur le site d'Abradj. Dans un pays où la sécurité de l'investissement est garantie, dans un pays où l'environnement des affaires est si profondément satisfaisant, pour une société qui a une vocation méditerranéenne puisqu'elle a des actifs maltais et chypriotes, nous sommes extrêmement fiers de faire la plus grande transaction de private equity en Tunisie. Ça, c'est la description par Abradj. Alors, les gens qui, comme moi je l'ai fait pendant 8 ans, font du capital investissement, du private equity, sont peut-être toujours un peu dithyrambiques sur eux-mêmes. Vous noterez d'ailleurs que la Tunisie a été de tout temps un centre important de capital investissement, en fait. Là aussi, tout à fait pionnier en Afrique. Mais enfin, c'est intéressant de lire ça, parce que par ailleurs, pour préparer ces quelques mots, j'ai lu le plus possible de documentation tunisienne. Et au fond, le portrait, le récit tunisien sur la Tunisie, ça m'a frappé, est quand même un récit tellement exigeant qu'il finit par être extrêmement pessimiste. Et c'est pour ça que je voulais commencer en vous disant ce que la Tunisie est pour des Africains, parce que je ne vais pas arriver à être pessimiste sur les conditions du décollage économique pour la Tunisie. J'ai fait beaucoup d'efforts. Encore ce matin, j'ai voyagé avec un ministre tunisien, par ailleurs de mes amis, qui a essayé tout de même de m'expliquer que tout allait mal, mais en fait, je trouve qu'il y a quand même quelques éléments un peu solides, à partir desquels on peut bâtir quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, chaque fois que j'arrive à Tunis, ville que je trouve magnifique, je suis quand même frappé de ces métamorphoses. Je me dis que dans cette situation où tout va mal, l'immobilier quand même a l'air d'être une exception, en tout cas dans la capitale, et quantitativement et qualitativement. Le récit national quand même, c'est un peu... Nous avons un double déficit. Ce double déficit budgétaire et de balance des paiements est extrêmement critique. Il fait que nous avons aujourd'hui des problèmes fiscaux et des options fiscales à trancher pour essayer d'éviter le gouffre budgétaire. Mais plus profondément, ça renvoie à une Tunisie improductive, sinon elle ne serait pas une Tunisie avec un déficit galopant de la balance commerciale. Et quand on a un double déficit à couvrir, on est obligé de s'endetter. Et il y a donc un discours d'angoisse sur la rapidité et notamment l'accélération récente de l'endettement de la Tunisie, de l'endettement souverain. Et dans ces conditions, on n'arrive pas à dégager la croissance nécessaire, à répondre aux questions qui ont des bases démographiques et des bases liées à l'éducation, au progrès de l'éducation. Et donc, on n'arrive pas à résoudre les problèmes du marché du travail et on a un étranglement par le chômage et à bien des égards, une destruction de la société, du vouloir vivre ensemble et des manifestations de revendications sociales, en partie excessives, conduisant à distribuer de faux droits, de salaires artificiels ou de masse salariale de la fonction publique qui, globalement, ne nourrissent que l'importation et l'inflation. L'inflation entraîne une épargne négative, donc elle nourrit, au fond, des épargnes, parce que le rendement est devenu négatif. Et tout ça nous sort petit à petit d'une économie saine et normale
Et on se réfugie dans une économie parallèle, dans une économie de l'évitement de l'impôt et de l'évasion fiscale sous toutes ses formes. Et quand on est dans une situation, dans une nasse pareille, il n'y a pas de capacité de réforme qui soit suffisante pour arriver à redresser la situation. Et je résume et caricature à peine, mais c'est quand même beaucoup ça, le récit que j'entends en permanence et que je lis en fait fréquemment. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments qui font que ceci n'est pas vrai. Que la Tunisie est un des pays les plus productifs du continent, que son revenu par tête, exprimé en parité de pouvoir d'achat, de l'ordre de 12 000 $, la situe très haut parmi les pays africains, que la question d'improductivité en Tunisie ne se pose pas en termes relatifs. Le revenu par tête de mon pays, c'est au taux de change courant 900 $, et en parité de pouvoir d'achat, 2005. Celui de la Tunisie, c'est 4 000, et en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en réalité économique, 12 000 $ par tête. La Tunisie, pour nous, est beaucoup plus un pays méditerranéen, une sorte de pays d'Europe du Sud en termes de capacité de produire, de sophistication de la production et d'intensité du travail. Quand vous lisez les journaux tunisiens, vous voyez partout des boutades sur le thème les Tunisiens travaillent 10% du temps ouvrable. Enfin, tout ça est faux, évidemment. Pour un macroéconomiste, on est devant une économie très productive et solide. Sur la question budgétaire, 6,5% de déficit du PIB, c'est un peu supérieur aux critères orthodoxes, et notamment aux critères européens de Maastricht. Enfin, les critères européens sont faits pour des pays qui ne sont pas des pays en développement. Si on est capable de couvrir par des financements adéquats un effet d'incitation important par la dépense publique, c'est tout à fait classique pour un pays en développement d'avoir des indicateurs de déficit budgétaire supérieurs à ce qu'on va attendre de la France, etc. Et en l'occurrence, en Europe, jusqu'à il y a peu, le niveau de déficit était assez proche du niveau tunisien. C'est à la fois une situation dont on peut revenir assez vite, et c'est en même temps une situation, ce n'est pas du tout un chiffre exorbitant. J'attire votre attention sur le fait que le niveau moyen de déficit budgétaire des pays Middle East, North Africa, tant est forte la crise pétrolière, en ce qui concerne la partie proche-orientale de MENA, j'attire votre attention sur le fait que c'est 3 fois le niveau du déficit budgétaire tunisien. Donc il faut apprécier les situations circonstancielles. Mais enfin bon, 6,5% de déficit budgétaire, ça n'est pas de la rigueur budgétaire. À dire vrai, moi, ce qui me paraît frappant là-dedans, c'est plutôt la composition de ce déficit budgétaire, parce qu'il y a des déficits qui sont plus sains que d'autres. Un déficit dans lequel c'est les frais de fonctionnement qui montent et l'investissement public qui baisse ne va pas être un instrument de croissance très favorable. Et c'est vrai que l'investissement public à 5% du PIB et 15% du budget est moins fort qu'il n'était, puisque si vous prenez en longue période en Tunisie, vous aviez des chiffres très forts de 7% d'investissement public, donc 7% de la richesse nationale, du PIB, que l'État consacrait à l'investissement, et plutôt 25% des recettes budgétaires, enfin, du total du budget. Donc il y a effectivement dans le déficit budgétaire quelque chose qui est un peu frustrant, c'est que ce n'est pas le déficit le plus efficace pour soutenir la croissance. Donc les 6,5, il y a une hystérisation des 6,5, si vous voulez. Et les 6,5 ne sont pas en eux-mêmes quelque chose d'extrêmement inquiétant pour un pays qui doit soutenir son développement.
que le gouvernement s'engage dans la loi de finances à faire 4,9%, je ne dis pas que la Tunisie va tenir ses engagements comme la France tient ses engagements vis-à-vis de l'Europe en matière de trajectoire budgétaire. D'abord parce qu'on est entre amis, et ensuite parce que je suis aussi un bon citoyen français. Donc, je veux dire que les promesses aux institutions multilatérales sur la trajectoire budgétaire, elles ont toujours un peu la même forme. Donc, il y a une façon de rendre heureux les fonctionnaires du Fonds monétaire international et qui est de leur dire que la trajectoire va dans le bon sens, c'est-à-dire que le déficit va se réduire. Vous savez, entre 4,9% et 6,5%, 6,3%, il n'y a pas en fait un gouffre d'un point de vue macroéconomique. Mais enfin, c'est plus sain de se dire qu'on va équilibrer petit à petit, parce que c'est une composante importante de l'épargne nationale d'avoir de l'épargne publique à travers une réduction du déficit budgétaire. Et on en dira un mot parce que, à mon avis, ça c'est vraiment important. Donc la trajectoire de la loi de finances, elle est légitime. Mais le plus intéressant, c'est que ce ne soit pas le fonctionnement et la dérive du fonctionnement qui conduisent en fait à l'augmentation importante du budget et à l'augmentation du déficit du budget. Maintenant, si je regarde ça avec à l'esprit mes souvenirs de Premier ministre d'un gouvernement africain, d'abord, encore une fois, 6,5, c'est banal, mais la masse salariale tunisienne fait l'objet, je crois, de beaucoup de polémiques, pour des raisons qui sont peut-être plus politiques que macroéconomiques. C'est-à-dire que je pense que quand il y a révolution, et après cela dépend de qui exerce le pouvoir, en matière de gestion de la fonction publique, il y a évidemment une situation qui est souvent un peu exorbitante, qui n'est pas tout à fait la situation habituelle. Et il y a probablement eu des circonstances politiques exceptionnelles associées à la hausse du nombre de fonctionnaires. Et il y a toujours un risque que l'administration soit de moins en moins efficace, plus elle devient pléthorique. Maintenant, on n'est pas toujours dans des situations de rationalisation possible des choix budgétaires, parce qu'on est dans une situation politique. Il faut bien tenir compte des situations politiques. Simplement, ayez en tête que ce qu'on essaye de faire dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire notre zone franc de l'Afrique de l'Ouest, auquel appartient le Bénin, et qui est à ce jour la partie la plus fortement croissante de l'Afrique, c'est de tenir la masse salariale en dessous de 50% du budget, de la dépense publique, la masse salariale publique. Et à cet égard, sous ce critère, l'Algérie est record, mais le Maroc et la Tunisie sont en réalité assez disciplinés. Donc le Maghreb n'est pas si différent de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le poids de la masse salariale publique à l'intérieur de la loi de finances. Donc, vous voyez, quand on a un budget, quand on a une loi de finances, il faut la regarder avec des faiblesses et des forces. Et une partie des faiblesses, elles sont historiques ou elles sont politiques. On ne peut absolument pas faire ce que l'on veut quand on construit une loi de finances. On fait le moins mal possible en tenant compte des circonstances. Donc moi, je crois qu'on a beaucoup plus de problèmes sur les process de l'administration, sur le fait que trop d'administration tue en réalité les administrés, sur le fait qu'on maintient des procédures qu'il ne faut surtout pas chercher à optimiser. Moi, ce que j'ai vécu comme Premier ministre, c'est la tentation d'optimiser ce qu'on doit supprimer. Faire très très attention de ne surtout pas tout optimiser, surtout pas tout moderniser. Il y a des choses qu'il faut supprimer. Une des seules choses utiles que j'ai faites comme Premier ministre, c'est d'obtenir que le silence de l'administration va l'accord. Parce que quand on demande à une administration de vous accorder des autorisations et que le champ réglementaire, pour des raisons historiques, est extrêmement vaste,
et où tout est grosso modo interdit si ce n'est pas autorisé, on paralyse l'activité des opérateurs économiques. Et quand on contraint l'administration à, dans un délai donné, donner son autorisation, ou si elle est silencieuse, ce silence vaut accord, on gagne énormément de temps et on fait de la simplification administrative. Et plus une administration est nombreuse, malheureusement, en fait, moins elle est performante et rapide. Et donc, cette simple règle-là de simplification, elle est très difficile à faire passer, elle est très difficile de maintenir d'un gouvernement à un autre, mais au fond, c'est le plus important. En revanche, poser le problème en termes de masse salariale, si vous voulez, la Tunisie est en réalité dans la moyenne des pays middle income, high level middle income, puisque vous êtes dans la catégorie la plus élevée des pays de revenus intermédiaires, en termes de poids et de coût de l'administration. Donc c'est plus qualitatif, à mon avis, qu'une affaire quantitative. Sur le déficit, le deuxième déficit, il fait l'objet d'une hystérisation bien plus grande encore. Et ça, c'est le déficit de la balance des paiements. J'attire votre attention sur le fait que, et ça encore, on l'échangeait avec des collègues, parce que c'est très important pour la mesure de la compétitivité tunisienne. Parmi les pays africains, la Tunisie est à peu près le seul qui, dans ses échanges avec l'Union européenne, est en excédent. Quand vous êtes en excédent commercial de produits manufacturés avec un des ensembles les plus sophistiqués du commerce mondial, c'est un indicateur de compétence et de compétitivité. Et de compétitivité prix et de compétitivité hors prix. Quant au fait que la Tunisie soit de façon très importante en déficit commercial sur la Chine, c'est juste un phénomène mondial. Il est vrai, mais personne ne le sait, que jusqu'à l'effondrement des prix du pétrole, à partir de la fin 2014, l'Afrique comme continent était le seul continent en excédent sur la Chine. Pour une raison simple, c'est que la Chine ne regarde pas l'Afrique comme un marché, même si c'est déjà un grand marché pour les matériels de télécom, un grand marché pour certains matériels de transport, certains outils de chantier, certaines machines-outils, quelques éléments textiles et autres. Les marchés de consommation pour la Chine sont l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique est d'abord le supply side, c'est d'abord le fournisseur de matières premières de la Chine. Ça, c'est la situation qui a prévalu jusqu'en 2014. La baisse de nos matières premières fait qu'en termes de prix, nos exportations vers la Chine ont baissé et donc l'Afrique est devenue déficitaire sur la Chine, mais c'est extrêmement récent. Bon. Mais plus vous êtes un pays industrialisé, plus vous importez de Chine et tous les États les plus avancés, toutes les économies de l'OCDE sont en déficit sur la Chine. La France, ça a été souligné par la présence du président Macron en Chine il y a quelques jours, a pour déficit commercial avec la Chine, la France, l'équivalent du PIB intégral de la Tunisie. Donc, faire attention au fait qu'il n'est pas surprenant, dans l'évolution du commerce international, qu'avec des pays comme la Chine, la Russie ou la Turquie, il y ait des déséquilibres. Mais qualitativement, celui qui est le plus significatif, c'est le chiffre vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que c'est celui qui dit le mieux la qualité et la compétitivité.
Et une chose qui se dit en France en permanence, par exemple, que les gens d'Airbus développent beaucoup, c'est que les composants d'Airbus venus, notamment les cockpits d'Airbus de Tunisie pendant la Révolution vers Toulouse, en flux tendu, n'ont jamais pris 1 heure de retard. Et ça, c'est répété en boucle. Ça, c'est important parce que c'est la fiabilité des exportations tunisiennes. Cela dit, l'économie tunisienne, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est une économie à 62% de services. Votre économie, elle est tertiaire. Et une autre chose évidemment importante, c'est le fait que la balance des services de la Tunisie est évidemment excédentaire. Si vous y faites rentrer le tourisme, vous êtes dans une situation dans laquelle, petit à petit, on est en redressement touristique, mais la combinaison problème sécuritaire et problème révolutionnaire n'est pas ce qu'il y a de plus favorable au tourisme. Et en amont de cela et avant la Révolution, les choix sectoriels qui ont été faits dans le tourisme, si on les compare au Maroc, le Maroc a ciblé de doubler la Tunisie. C'est donné 10 ans et c'est donné comme instrument une montée en gamme très importante. Mais dans les rapports de McKinsey que vous lisez il y a 15 ans, c'était très clair. La cible, c'est je vais monter en gamme et passer par-dessus le choix de gamme de la Tunisie. La Tunisie a donc fait des choix sectoriels. Ces choix sectoriels, quand je regarde l'offre récente, M. Mabrouk, de très très haut de gamme en Tunisie, je me dis que ces choix sont en train d'être modifiés, mais il y a eu une politique touristique qui n'a pas tout à fait maximisé la recette. Et puis ensuite, il y a eu la révolution, et ensuite, il y a eu les problèmes du terrorisme. Mais c'est quelque chose qui est parfaitement réversible. Il y a de nombreuses idées, et de nombreuses idées d'offres complémentaires. La Tunisie est regardée par toute l'Afrique au sud d'elle-même comme un centre normal où on doit aller rechercher des soins médicaux de grande qualité, par exemple. Il y a de nombreuses formes qui sont plus sophistiquées que du tourisme dans l'offre. Donc ça, ce sont des évolutions industrielles qui, en se donnant 5 ans ou 10 ans, produisent des effets. Et si on veut mesurer où ces effets ont été produits, il y a quelques pays à regarder. Le Maroc est le plus proche et peut-être le plus convaincant. Le Kenya, à une dimension moindre, est assez impressionnant, etc. Donc on sait, en fait, comment on fait pour créer de la valeur autour de ce poste fondamental du secteur tertiaire. Il y a là un potentiel important. Vous me direz, il y a aussi beaucoup de sinistres dans ce domaine. Mais on parle devant une assemblée où les financiers sont au premier rang. Il y a une partie des actifs dans toute l'Afrique qui sont des actifs distressed, qui sont des sinistres bancaires, et il y en a dans le domaine hôtelier, au nord, à l'ouest et à l'est de l'Afrique. Ça ne pose aucun problème d'ingénierie financière que de refinancer et de recapitaliser l'industrie hôtelière. C'est une affaire technique. Il y a des spécialistes de ça, colonies aux États-Unis, etc. Par conséquent, vous avez dans ce domaine tertiaire majeur des offres nouvelles, une capacité de monter en gamme, une aisance de refinancement des situations de sinistre. Évidemment, si on reste à constater qu'on est dans des sinistres financiers et qu'on n'en sort pas et qu'on ne recapitalise pas ça, on se dégrade. Mais on n'est pas obligé de se dégrader. Donc, ce que je veux dire, c'est, en prenant ce petit exemple, si vous voulez, c'est qu'on a une situation qui n'est pas inconnue. Le Nigeria partage votre situation où il y a un taux un peu élevé de surendettement et de sinistre dans cette industrie. Le Maroc est en train d'en sortir. L'Égypte n'est pas très loin de cette situation.
Donc ce sont des choses classiques qui se gèrent et qui s'administrent. Mais à la fin des fins, si vous voulez, vous avez dit que j'avais commencé par enseigner 10 ans dans ma vie un peu d'économie. Il faut s'éloigner des solutions magiques. Il y a des choses qui m'étonnent quand je lis de la documentation sur la Tunisie, c'est que le gouvernement prohibe, ou par des droits de douane hyper sélectifs, telle ou telle entrée de produits, en disant les biens de luxe c'est pas bien, donc on va les pénaliser. Quand on est aussi misérable en balance des paiements, on ne peut pas s'offrir le luxe d'importer ceci ou cela, ou bien une surenchère avec la Banque centrale prohibant un certain nombre de financements de façon à arrêter, au fond, des importations inutiles. Enfin, c'est les consommateurs qui décident et les entreprises qui sont les importateurs qui décident, en fonction de leurs besoins, de ce qui est utile. Mais il y a des réflexes protectionnistes et il y a une culture du protectionnisme en Tunisie qui a l'air très partagée. C'est une chose qui m'étonne beaucoup parce qu'elle soit très portée par certains secteurs de l'opinion, mais elle a l'air vraiment très partagée. J'attire votre attention sur le fait que les solutions magiques sur « je prohibe les produits », en dehors de nourrir la contrebande s'il s'agit vraiment de produits de première nécessité, de développer l'économie parallèle, ça n'a jamais marché nulle part. Il y a pire, c'est d'essayer de faire des petits accords et des petits arrangements avec tel ou tel pays, en disant, bon, avec la France, l'Allemagne, ça va, mais je vais négocier quelque chose avec la Russie, parce que tout de même, c'est trop, ou la Turquie, il faut que la Turquie s'auto-contrôle. Vous savez, l'Union européenne a fait ça beaucoup, la modération volontaire des Coréens, Bon, alors ça, ce sont des expédients à finalité politique et qui n'ont pas d'impact sur le commerce extérieur. Malheureusement, il y a quelque chose de très très simple qu'on est obligé tout de même d'enseigner aux étudiants, c'est que le déficit commercial d'un pays, enfin le déficit de balance des paiements d'un pays, il est strictement égal au déficit de l'épargne par rapport à l'investissement. Tout le reste, je vous interdis je vous pénalise si vous importez des voitures. Je vous empêche d'importer quelque chose que je produis à un coût prohibitif à l'intérieur du pays, nourrissant la contrebande. Je signe des accords d'auto-limitation avec le pays X ou Y. Je me jette sur l'Afrique subsaharienne qui a besoin, en réalité, de la Tunisie, elle attend des services. Mais bon, on peut lui envoyer des biscuits et des pâtes alimentaires, ça ne fait pas de mal, et c'est de l'huile d'olive, pas vraiment dans les habitudes culinaires, mais si vous voulez, ce genre de remède de poche n'a aucun intérêt. Aucun. Je n'étais pas ministre du Commerce, j'étais Premier ministre, donc je voyais bien à quoi, et j'ai le plus grand respect pour tous les ministres du Commerce, il ne faut pas qu'il y ait du tout d'ambiguïté, mais malheureusement, ce travail de ministre du Commerce de sélectionner les pénalisations, ça ne sert à rien. En revanche, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est de faire une politique de l'épargne, et notamment de l'épargne longue, qui permette de financer l'investissement. Et si je peux me permettre, dans ces questions de double déficit, qui hystérisent le débat, déficit budgétaire incontrôlable, dérive de la balance des paiements, 12 milliards de déficit. Attendez, il y a un sujet qui est que, quand vous regardez l'historique, tant qu'il y avait un équilibre épargne-investissement réglé d'ailleurs très haut, il y avait un confort de balance des paiements dans l'économie tunisienne. Ce qui s'est passé depuis la Révolution, mais c'est assez classique dans les révolutions, c'est un effondrement de 10 points de PIB et de l'investissement et de l'épargne, et une ouverture très importante du déficit de l'épargne domestique pour financer l'investissement. Alors, la Tunisie reste un pays qui investit beaucoup, parce que 20% du PIB, c'est beaucoup. 20%, c'est à la fois entreprises, ménages et État. Mais le problème, c'est si vous avez 10 points de moins d'épargne
pour financer ces investissements. Et évidemment que quand vous aviez 30% du PIB consacré à l'investissement, vous étiez un pays record en Afrique, plus haut que 30%. Vous savez, vous avez quelques pays d'Asie, dont la Chine, qui est traditionnellement, depuis 15 ans, entre 40 et 50% du PIB, mais avec un modèle économique qui va leur amener à faire plus de consommation et moins d'investissement. 30%, c'était un taux très élevé. Mais ça correspond aux années de très forte croissance. Si vous voulez, quand on enseigne, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est d'enseigner en terminale plutôt qu'à la fac, parce qu'on est obligé de simplifier un peu. Et que les élèves sont très très motivés à écouter, à apprendre, au dévoilement. Il y a une chose simple. Quand on a un déficit du commerce extérieur et une insuffisance de croissance, il y a une chose à mettre en avant au-delà de tout, c'est de rétablir l'équilibre épargne-investissement et d'encourager toutes les formes de l'épargne qui va nourrir l'investissement. Et la croissance, ce qui manque dans la croissance tunisienne, qui, by the way, est une croissance significative. Je disais tout à l'heure encore, Président, que mes amis tunisiens disent le pays dérive complètement. Regardez la croissance. On était à 1,5 il y a 2 ans, 2,1 cette année, 2,2. Et maintenant, on est annoncé à 2,8. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que ça monte. Enfin, vous prenez toujours la pente. Enfin, une côte, c'est la même chose qu'une pente. Hein. Donc, moi, je vois une côte, mais mes amis tunisiens voient une pente. Si vous voulez. 2,8, si vous voulez, c'est pas du tout assez pour résoudre les problèmes structurels, notamment de marché du travail et les problèmes sociaux. Ça, c'est évident que c'est le problème. Mais ce n'est pas non plus une pente. Bon. Ce qui manque pour faire 2 points de croissance de plus qui auraient des effets sociaux importants, c'est clairement de retrouver les niveaux d'investissement par rapport au PIB d'il y a 15-20 ans. Et pour cela, de retrouver les moyens d'épargne. Alors l'épargne, c'est très simple, c'est 3 choses. C'est l'épargne de l'État, et c'est pour ça que le déficit budgétaire n'est pas un problème en Tunisie. Ce n'est pas un problème en soi, mais si on est capable de le réduire, on fait monter le taux d'épargne national. Toute réduction d'un déficit budgétaire est une hausse de l'épargne de l'État. Et donc, c'est un soutien de croissance que de réduire le déficit budgétaire. Parfois, c'est contre-intuitif. Il y a des gens qui pensent que quand on émet de la fausse monnaie, qu'on fait du déficit budgétaire, ça soutient l'activité. Non. Ce qui soutient l'activité, c'est la hausse de l'épargne, et notamment la hausse de l'épargne publique. Et la hausse de l'épargne publique, c'est la même chose de réduire un déficit que d'augmenter un excédent. Le deuxième facteur, c'est l'épargne des entreprises. Et moi, le chiffre qui m'angoisserait le plus, et je ne dis pas ça parce qu'il doit concerner certains d'entre vous, c'est que dans les recettes publiques, le poids de l'impôt sur les sociétés baisse en valeur absolue, alors que les taux de pression montent. Et donc, ça veut dire que le sous-jacent du niveau de profit est en train de se réduire de façon importante. Et donc, l'épargne des entreprises, c'est leur marge. C'est leur marge. Vous savez, vous connaissez la promesse du président François Hollande en France sur l'inflexion de la courbe du chômage. Pour y arriver, a été mise en œuvre une réforme fiscale importante qui était de soulager les entreprises d'une partie de leur cotisation patronale, d'abaisser le prix du travail. C'est une politique qui est en train de porter ses fruits. Je ne veux en rien réduire l'efficacité du gouvernement actuel, mais enfin, pour l'instant, la baisse du chômage et la hausse de croissance qu'on observe en France sont les conséquences du CICE, qui a été l'amélioration au forceps des marges des entreprises. C'est assez simple. Hein. La France, c'était comme l'Allemagne, et même mieux que l'Allemagne, à 38% de marge
d'autofinancement des entreprises et en 10 ans est tombé à 30. Bon, il s'agit de la faire remonter vers la zone où l'épargne des entreprises, c'est-à-dire leur niveau de marge, soutient l'activité économique. Donc, moi, je ne sais pas quel indicateur vous utilisez dans la conduite de la politique économique, mais s'il y en a un qui doit être aveuglant, c'est le taux de marge. Et toute la politique économique, la plus efficace, après on trouve les moyens que l'on peut trouver, c'est le taux de marge des entreprises. C'est pour ça que le paradoxe que ne partagent pas tous les experts du Fonds monétaire international fait que quand on a un déficit budgétaire, il y a une tentation d'augmenter l'impôt, et je sais que c'est un sujet contemporain, et c'est bien parce que ça donne un sentiment de volonté d'agir, de virilité dans la politique économique. Enfin, assez vite, la question c'est de regarder l'impact, faire l'étude d'impact. Et assez vite, on s'aperçoit que si on veut augmenter les marges, il va falloir baisser les impôts ou baisser les cotisations patronales, c'est-à-dire toute la parafiscalité. Encore une fois, ne voyez pas du tout une polémique par rapport à tel ou tel débat actuel et tel choix de la loi de finances. Il y a un moment où il faut faire consensus avec les autorités multilatérales, parce que c'est quand même elles, au jour le jour, qui financent le double déficit quand même. À la fin des fins, par des transferts, des dons, des programmes, elles apportent quand même quelque chose à la résolution des problèmes de liquidité de l'économie. Et l'économie tunisienne, comme toutes les économies africaines, a un vrai problème de liquidité. Mais si vous voulez, pour l'économiste ou bien pour quelqu'un qui a essayé de faire exactement le même travail, avec exactement les mêmes problèmes, mais à 3000 km au sud, les marges, parce que c'est l'indicateur de l'épargne des entreprises, et la politique de l'épargne, de façon à être à nouveau capable de fermer le déficit entre épargne et investissement, c'est le troisième déficit, celui dont on ne parle jamais, c'est le déficit fantôme, c'est le déficit qui explique le manque de substance de croissance et qui explique, malheureusement, les écarts considérables de balance des paiements. Encore une fois, sur la fiscalité, celui-là, on en parlera peut-être dans les questions, mais pour moi, c'est vraiment le plus important. Et alors, il y a l'informel. Parce qu'une autre tentation, c'est de dire on va élargir l'assiette et on va fiscaliser l'informel et on va faire rentrer l'économie parallèle. On y arrive très bien à faire rentrer l'économie parallèle, mais pas instantanément. Moi, quand j'étais directeur du développement de Danone, on achetait beaucoup d'entreprises en Europe du Sud, en Italie et en Espagne. C'était les années 80, début des années 90. Il n'y avait pas une entreprise qu'on achetait en Espagne ou en Italie qui n'eut 3 ou 4 comptabilités. L'économie au noir était considérable, l'économie parallèle était considérable. Ce n'est pas terminé en Grèce, c'est presque terminé en Italie, c'est tout à fait terminé en Espagne. Ça prend du temps, c'est l'effet d'une politique, mais pour vous donner l'ampleur relative, l'économie tunisienne, de toutes les économies africaines, est celle qui a probablement le moins de part du secteur informel. En Afrique de l'Ouest, de la zone franc, on a 90% de l'emploi et 50% du PIB en économie dite parallèle, non fiscalisée. Et les pays qui s'y sont vraiment attelés, c'est-à-dire le Rwanda et un peu le Maroc, ont montré que si on veut faire rentrer l'économie parallèle dans l'économie formelle, il faut que ça représente un progrès pour les gens qui vivent dans l'économie parallèle. C'est-à-dire, si vous leur proposez le harcèlement fiscal, des taux très élevés et aucune contrepartie, aucun droit, vous ne faites jamais rentrer personne dans le système formel. Je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais il faut être fou pour rentrer dans le secteur formel en Afrique de l'Ouest.
au Bénin, ou vous êtes patriote, ou vous êtes un politicien, ou vous êtes un saint, vous appartenez au clergé. Enfin, il y a quelques catégories, vous êtes obligé de rentrer dans le secteur formel. Mais ce qu'on vous propose, c'est le harcèlement de l'État. C'est tout ce qu'on vous propose. Et aucune contrepartie. Alors nous, on avait commencé à inverser ça. Le grand modèle, c'est le modèle rwandais. Vous avez en termes de sécurité, de formation, d'accès au crédit bancaire, vous avez beaucoup de services que vous pouvez apporter dans l'économie parallèle, notamment grâce au numérique. Le commerce informel est extrêmement fragmenté, petit, précaire, etc., mais du coup extrêmement améliorable par le numérique. Et vous ne vous posez pas la question de les fiscaliser. Vous posez la question de leur ouvrir des droits qui rendent intéressant de rentrer dans le secteur formel. Et vous voyez très vite une courbe en J qui apparaît, et une explosion des recettes fiscales à condition que vous renonciez aux recettes fiscales dans les premières années et que vous rentriez dans un schéma logique où vous considérez que l'économie parallèle, ce n'est pas simplement une économie criminelle, c'est une économie adaptée à une certaine forme relativement archaïque de l'économie, mais améliorable et susceptible de rentrer à certaines conditions. Mais il y a un calcul économique qu'il faut faire, susceptible de rentrer dans ce secteur. Voilà, bon, rien d'autre à dire que, à mon avis, ça se décriminalise. On regarde le Rwanda, le Maroc a un ministre chargé de ça, auprès du ministre de l'Industrie. Ça se regarde parce que je pense qu'il y a des expériences qui sont relativement positives. Mais je voudrais terminer en disant que la vraie question du futur, c'est quand même la question sociale et notamment la question du chômage des jeunes. Le niveau de chômage de la Tunisie est un niveau moyen parmi les pays méditerranéens, donc très inférieur à la Grèce, très inférieur à l'Espagne, comparable, légèrement supérieur au Maroc. Les statistiques algériennes n'ont pas une fiabilité considérable, mais la situation est bien meilleure qu'en Algérie, où elle est extrêmement critique, parce que, si vous voulez, il y a un moment où il faut quand même respecter les entreprises créatrices d'emplois, et malheureusement, ces entreprises sont plutôt dans le secteur privé, et donc il y a un petit problème structurel spécifique à l'Algérie, mais la position est une position moyenne. Et s'agissant des jeunes, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est aussi difficile d'être un jeune Tunisien que d'être un jeune Grec ou un jeune Espagnol en termes d'accessibilité au marché du travail. Et nous avons exactement le même problème côté Afrique subsaharienne. Pour moi, c'est le problème le plus important. C'est un de ceux qui ont un des effets destructeurs sur les familles ou sur la société et qui peuvent provoquer des changements politiques ou des radicalisations très très fortes. Il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez. La raison pour laquelle nous avons un chômage des jeunes encore plus fort que vous, c'est parce que nos investissements, qui sont plus élevés en Afrique subsaharienne qu'en Tunisie, qui ressemblent plus à la Tunisie des années 90, sont très intensifs en capital. Plus vous dépensez pour l'énergie, pour l'eau, pour l'agriculture, qui sont les 3 secteurs les plus intensifs en capital, moins vous créez d'emplois. Même chose pour les grandes infrastructures routières. Vous créez très très peu d'emplois. Vous créez des emplois temporaires, de chantier, et après vous créez des externalités positives, mais vous ne créez pas les emplois que vous créez dans le secteur tertiaire ou dans le secteur manufacturier. Donc l'Afrique subsaharienne, elle est condamnée par ses besoins d'équipement de base à créer peu d'emplois. Et donc nous faisons 6% de croissance au Bénin, la Côte d'Ivoire fait 8%, le Ghana fait 9%, et nous avons le même problème de ne pas créer des emplois pour les jeunes, ce qui peut paraître très paradoxal, parce que vous créeriez beaucoup plus d'emplois pour les jeunes si vous aviez ces taux de croissance. Donc nous, on est encore plus pénalisés que vous, parce que notre croissance, elle est encore plus consommatrice de capital et peu consommatrice de travail. Et ça va durer chez nous encore 10 ans. Mais chez vous, c'est moins net, parce que votre croissance, elle est plus intensive en travail. Il y a plus de secteurs manufacturiers et plus de secteurs tertiaires.
Et donc on a, à mon avis, là encore, des sujets, dans le cas de la Tunisie, qui sont énormément des sujets de financement. C'est-à-dire que nous n'avons pas, dans toute l'Afrique, un financement adéquat des entreprises, spécialement des PME. Alors ça, et de l'entrepreneur, et de la TPE, la toute petite entreprise. Et ça suppose de mettre en place, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire sauter les banques, d'autant plus que comme on a spécialisé quelques banques, disons au hasard 3, dans le rôle de prendre tous les mauvais risques de l'économie, et qu'il va bien falloir à un moment donné consolider, faire des structures de diffusance et faire du secteur bancaire public un instrument de soutien de la croissance, en le purgeant des mauvais risques, en le consolidant, en abaissant les coûts de transaction. C'est vital, si vous voulez, et notamment c'est vital pour les entreprises du secteur privé d'avoir des entreprises, des banques du secteur public qui fonctionnent. Mais la croissance, elle va reposer sur les banques privées et elle va reposer sur le microcrédit et sur toute la panoplie. Elle va reposer sur la mobile money, la banque digitale, etc. On a des sujets qui sont génériques en Afrique, mais plus importants en Tunisie qu'ailleurs, qui sont des sujets de mutualisation, de garantie, parce qu'on ne peut pas faire porter les risques sur les banques, c'est très contre-productif, et on ne peut pas sevrer l'ensemble des entreprises des moyens de financer leurs fonds de roulement et leurs investissements. Or, quand vous prenez l'illiquidité dans les économies africaines en général, et tunisiennes en particulier, on a un problème de financement. Et c'est pour ça que je voudrais dire, si vous voulez, en conclusion, j'avais demandé qu'on me fasse des grands signes parce que je sentais que je dériverais dans le temps, parce que le sujet est inépuisable, donc je n'ai pris que quelques angles. Mais en conclusion, je voudrais dire, c'est un biais probablement lié à mon métier quand même principal, qui est d'avoir fait un tout petit peu de finance, malgré ma formation, malgré mes parents, mais enfin, j'ai fini par faire de la finance. En plus, je dis ça pour les quelques financiers dans la salle, je pense que dans les pays en développement, la finance, c'est vraiment utile. C'est-à-dire que c'est détesté partout, mais dans notre environnement, notre écosystème, c'est vraiment très, très utile. Et donc, le fond de mon propos, c'est l'Afrique, si vous voulez, et ce n'est pas du tout seulement la Tunisie, elle n'est pas financée. Et comme l'État a des besoins de financement qu'il faut comprendre, j'ai essayé de dédiaboliser un peu, l'État, en plus, évince le secteur privé de la rareté des capitaux disponibles. Vous savez, il y a un chiffre, j'ai essayé de ne pas trop en citer, mais il y a un chiffre qui est quand même très très important pour comprendre la situation africaine d'ensemble. C'est que pour faire tourner une économie développée et pour faire tourner l'économie mondiale, il y a un rapport entre les actifs financiers et la richesse, et le PIB, qui est pour le monde de 1 à 4. Ça veut dire que vous prenez tous les bilans bancaires, vous prenez tous les titres, actions et obligations, qui sont les grands moyens de se financer, et vous avez grosso modo un volume de 4 fois le PIB. Et ça, c'est nécessaire à financer le fonds de roulement, l'investissement, le logement des ménages, qui sont quand même les grands emplois des systèmes de financement. L'Afrique est à 1, une fois le PIB. Il n'y a pas moyen de faire une croissance inclusive, profonde, qui crée des emplois, en ayant comme instrument financier un total d'une fois le PIB. Maintenant, si vous retraitez de l'Afrique du Sud, dont la bourse à elle seule de Johannesburg représente 75% de l'ensemble des mouvements et capitalisations boursières de l'ensemble du continent. Si vous retraitez de l'Afrique du Sud, l'Afrique est à 0,60 par rapport au PIB. Elle n'est pas à 4,
elle est plus à 1, est à 0,60. Regardez ce chiffre pour la Tunisie. C'est un des pays les mieux financés de l'Afrique, mais c'est un pays africain. Il est financièrement africain, parce qu'il manque de façon critique des moyens de liquidité, des moyens de crédit, et pour ça, ça suppose un bon marché hypothécaire, ça suppose de bons instruments de garantie, ça suppose un État, un système financier public qui ne cherche pas à financer à la place du système financier, mais qui cherche à faire levier où les quelques crédits budgétaires servent à garantir ce que le secteur privé peut financer. Et c'est très important de réfléchir en termes de retrait de l'État. Si l'État veut être efficace et le secteur public veut être efficace, il faut qu'il se retire de faire le métier de ceux qui doivent financer l'économie et qu'il consacre les mêmes sommes, ou moins, à garantir l'action de ceux qui vont venir financer l'économie. On a besoin de ce levier, parce qu'on a besoin de passer rapidement à un total de moyens de financement qui, sans élever la sinistralité et le niveau de risque, permettent de financer les PME. Et il n'y a qu'en finançant les PME et en descendant de façon très capillaire, les banques peuvent très bien refinancer le microcrédit, ne peuvent pas distribuer le microcrédit. C'est beaucoup trop cher en coût de transaction, sauf à spécialiser une filiale, mais elles peuvent parfaitement refinancer les livres des institutions de microcrédit. Il faut descendre au fond du souk, au fond du marché, au fond des campagnes et financer l'économie. Sinon, on ne créera pas les emplois. Et ce n'est pas la peine de gloser sur le fait que nous n'avons pas les bonnes formations, qu'on ne fait pas des ingénieurs mais des sociologues. Parce que moi, on me le répétait sans arrêt, la raison pour laquelle vous avez tant de chômeurs diplômés, et plus ils sont diplômés, plus ils sont chômeurs. Vous autres, là, Béninois, Ivoiriens et Sénégalais, il y a des gens qui vendent des leçons sur ce genre de sujet. Écoutez, on a des géographes. C'est très bien, là j'en vois au premier rang, ils sont des très très grands conseillers. On a des sociologues, on a des philosophes. Regardez par exemple M. Macron, voilà quelqu'un qui a un DEA, un double master de philosophie, qui a fait un très bon banquier chez Rothschild. Ça ne pose aucun problème, mais apparemment tout indique que sa période d'essai comme président de la République est bien aussi. Vous voyez, donc on peut faire, me semble-t-il, des gens tout à fait efficaces, quel que soit leur niveau de formation initiale. La question, c'est de leur avoir appris à apprendre, mais quoi qu'on leur apprenne, donc le thème, vous fabriquez des gens complètement inadaptés. Non, on peut parfaitement adapter les gens. Ensuite, à l'emploi, et la formation initiale peut très largement être détachée. Ce n'est pas du tout notre problème. Notre problème africain, ce n'est pas qu'on a trop de sociologues, on n'a jamais trop de sociologues d'ailleurs en fait, c'est que nous, on ne dépense que du capital, et vous qui êtes plus avancés que nous, qui avez moins besoin de capital, vous ne financez pas les entreprises et les micro-entreprises qui pourraient employer les jeunes. Et ce n'est pas que vous ne le financez pas parce que vous ne voulez pas le financer, c'est parce qu'il y a quelques réformes institutionnelles à faire, quelques habitudes à changer, quelques exemples à suivre. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que dans votre magnifique pays, dont tous les indicateurs sont en fait assez bons, en plus, il y a beaucoup de solutions simples. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Zinsou, pour cette intervention très riche et qui nous inscrit dans une logique de confiance dans l'avenir et qui nous remplit d'optimisme. Je suis sûr que le sentiment est partagé par l'ensemble en fait, des présents dans la salle. Alors, permettez-moi en fait, de demander à Siliès Jouini et Sinodine Haji de nous rejoindre en fait, au niveau du panel.
Et je vais vous les présenter rapidement. Alors, je pense, au vu de l'intervention de M. Zinsou, le panel promet. Hein. Et puis après, on va essayer en fait de tenir en 30 minutes pour laisser une vingtaine de minutes ou une 30 minutes en fait pour les questions. Alors, juste rapidement en fait, je pense que Elias Jouini est connu de presque tout le monde en fait au niveau de la salle, mais il n'a pas besoin de présentation. Je pense que c'est une de nos fiertés intellectuelles de notre pays. Elias Jouini est vice-président en fait de l'université. Il est vice-président du conseil d'administration de Dauphine Paris. Il a enseigné dans pas mal d'endroits, à l'INSAE, à Polytechnique, à Stone School of Business, à l'IPEST, à l'école polytechnique de Tunisie. Il est, voilà, quelques points intéressants. Je pense que vous avez les bios. Il a été élu meilleur jeune économiste en 2005 en France. Il a aussi, particularité, il a également servi en Tunisie en 2011 comme membre du gouvernement tunisien de transition. Il a été Sherpa du Premier ministre au G8 de Deauville. Alors, Nordine Haji, je pense, c'est un des meilleurs connaisseurs en fait, du tissu économique tunisien. Je pense qu'il connaît sur le bout des doigts. Ça fait 30 ans qu'il le pratique. Nordine Haji, en fait, est un associé fondateur de Ernst & Young en, fait, en Tunisie. Le cabinet a été créé en 1987 et il compte aujourd'hui 250 professionnels, incluant 9 associés. Voilà. Il a servi plusieurs missions dans le secteur privé et public, dans le secteur bancaire, les sociétés d'investissement et différents groupes industriels. Alors, voilà, je vous peut-être de les appeler. C'est aux questions. Alors, je vais demander en fait d'abord en fait à nos panélistes, Elias et puis après Nordine, de commenter les propos de M. Zinsou, peut-être en fait de voir un point sur lequel il voudrait réagir et peut-être l'interpeller en fait sur un point particulier. Je ferai de même en fait avec Nordine, puis après on passera à d'autres questions. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous et d'avoir l'honneur de réagir aux propos de Lionel Zinsou. Ce que j'ai entendu, c'est les fondamentaux sont bons, relativement bons. Mais c'est vrai en même temps que ce qui inquiète les Tunisiens, c'est la dynamique. Alors j'ai bien compris que quand on passe de 1,5 à 2,8, on ne peut pas dire que c'est décroissant. J'en conviens volontiers. Mais c'est vrai aussi que les Tunisiens sont exigeants. Ils sont exigeants, aussi bien les intellectuels ou les personnes qui réfléchissent à l'économie ont effectivement des benchmarks élevés, des attentes élevées et sont déçus par la situation actuelle. Et puis le citoyen tunisien est exigeant parce que lui, il constate que même si au niveau macroéconomique rien n'est alarmant en soi, eh bien il constate que le chômage, l'inflation sont des réalités explosives, sont des réalités particulièrement difficiles à vivre au quotidien. Alors oui, les Tunisiens sont exigeants, les chiffres ne sont pas alarmants en soi, mais leur évolution, l'évolution d'un certain nombre de paramètres est inquiétante. Et puis tout à l'heure, vous citiez l'exemple du Maroc en disant, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, l'objectif c'était doubler la Tunisie. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir quel est l'objectif de la Tunisie. Et c'est peut-être ça aussi l'une des attentes, c'est qu'il n'y a pas de récit national. Il n'y a pas de vision, en tout cas partagée. Il y a des décisions qui sont prises dont on a le sentiment que ce sont des décisions de court terme. Tout à l'heure, alors évidemment, on ne va pas tout passer en revue, mais vous mentionniez le fait que la Banque centrale décide que sur certains produits jugés de luxe, il n'y aura plus de financement, de possibilité de financement par le secteur bancaire. Eh bien, c'est typiquement la fausse bonne idée, parce que pourquoi bonne idée? On se dit oui, il y a trop de produits de luxe, on va réduire les importations et donc en gros on va empêcher l'importation par ce mécanisme du financement. Mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va concentrer l'importation de ce type de produits sur ceux qui ont la capacité financière de les importer, et donc finalement on va créer des situations de monopole et on va
pas résoudre le problème, en revanche, on va en créer de nouveaux. Et le sentiment que peuvent avoir un certain nombre d'analystes, c'est que sur un certain nombre de sujets, les décisions qui sont prises sont des décisions à court terme. Il y a un problème de financement de l'État. Eh bien, on va ajuster les taux d'imposition pour équilibrer. Alors, on va augmenter un peu partout. Ce qui revient finalement à faire payer ceux qui payaient déjà, parce que ceux qui payaient déjà, on les connaît, donc on n'a qu'à leur augmenter le taux, et à ce moment-là, on va avoir le sentiment d'avoir résolu un problème, mais sans pour autant se donner les moyens de faire redémarrer la machine. Alors, j'entends bien quand même que la qualité, la compétitivité de l'industrie tunisienne sont reconnues, et le fait que nous soyons aujourd'hui en situation donc positive vis-à-vis de l'Europe, où on exporte plus que l'on importe, c'est un indicateur fort, et ça veut dire que le véhicule est bon. Mais si le véhicule est bon et qu'on ne va pas dans la bonne direction, est-ce que ça veut dire que le conducteur est mauvais ? Alors, quand je dis le conducteur, je ne désigne pas de conducteur particulier, parce que depuis 2011, on a connu quasiment un gouvernement tous les 6 mois. Donc finalement, on n'a pas un conducteur, on a des conducteurs. Et la question n'est donc pas une question de personne, c'est peut-être au contraire la recherche trop grande, permanente d'un consensus qui a empêché de prendre des décisions qui sont des décisions courageuses et dont on aurait peut-être eu besoin. Alors, il y a quelques années, j'écrivais, il y a 3 ans, excusez-moi de reprendre mes propres propos, mais j'écrivais « L'injection d'argent dans le circuit économique, sans traitement préalable des questions sociales, a conduit et continuera à conduire inéluctablement à un durcissement des négociations salariales, et toutes les marges de manœuvre continueront à être absorbées par des augmentations qui finiront en inflation. Et au bout du compte, nous n'aurons pas la relance économique et nous serons juste plus endettés. » C'était il y a 3 ans, et malheureusement, j'ai l'impression que ce que j'écrivais, non seulement s'est réalisé, s'est renforcé. Ce n'est pas simple, ça n'est absolument pas parce que j'étais un grand prêtre, c'est juste que c'était quelque chose qui était visible et qui n'a toujours pas été traité. Alors, moi, je reviens à, puisqu'on parlait de théorie économique tout à l'heure, je reviens au premier cours d'économie, au tout premier cours d'économie, où j'ai appris qu'il y avait les 2 théorèmes du bien-être. Et le premier théorème du bien-être porte sur le fonctionnement de l'économie, mais le second théorème du bien-être, et donc là, manifestement, elle a l'air de fonctionner, et le deuxième théorème du bien-être, lui, il porte sur la redistribution. Et là, je pense qu'il y a de vrais sujets qui n'ont toujours pas été traités depuis la Révolution. Il y avait des attentes, ces attentes sont encore plus importantes aujourd'hui en matière de redistribution. Et la redistribution, elle passe avant tout par la fiscalité. Et notre fiscalité a besoin d'être revue en profondeur. Elle a besoin d'être revue aussi bien dans ces mécanismes et d'être modernisés. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que si tout ce qu'on a à proposer, c'est un matraquage fiscal, on ne risque pas d'attirer grand monde dans le secteur formel. Donc, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, il faut réfléchir, et cela existe, il y a des expériences positives, notamment au Brésil et dans d'autres pays, pour amener petit à petit le secteur informel dans le secteur formel, et il faut qu'il y trouve son compte. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'économie informelle, ça n'est pas l'ennemi à abattre, c'est avant tout une économie. Elle fait travailler des gens, elle crée de la richesse. Il faut la faire rentrer dans le formel pour que, finalement, toute l'inefficacité qu'elle génère, parce qu'elle génère aussi des inefficacités, que ces inefficacités se résorbent et qu'elles puissent contribuer encore plus au progrès, à la croissance économique du pays, et sans pour autant créer, pour ceux qui sont dans le secteur formel, une concurrence totalement déloyale. Au niveau de la fiscalité des personnes, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à revoir. On a un système aujourd'hui qui, me semble-t-il, est à la fois inefficace et injuste.
Si l'on regarde aujourd'hui dans les très hauts revenus la progression du patrimoine en valeur des très hauts revenus est supérieure à 12% en Tunisie, pour un taux de croissance, donc pour un taux d'accroissement de la richesse du pays qui est seulement de l'ordre de 2 à 3%. Et donc, il faut revoir l'échelle de contribution. Et je pense que la fiscalité peut en plus être un excellent outil pédagogique pour expliquer aux citoyens ses droits et ses devoirs vis-à-vis de l'État, pour comprendre que ce que l'État donne est la contrepartie de la contribution des citoyens, que le bien public est financé par le citoyen et qu'à ce titre, il doit être respecté. Et donc la fiscalité, et je terminerai juste avec ça, et on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez, si on en a le temps, la fiscalité, bien plus qu'un sujet technique, pour moi, c'est un sujet éminemment politique et éminemment pédagogique. Merci Lies, merci Rabiat pour cette invitation. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. J'ai réellement pris plaisir à vous connaître, M. Zenzou, et à vous écouter. Votre conférence est extrêmement claire. Je vous remercie surtout pour ce regard positif sur la Tunisie, sur l'économie tunisienne. Et je crois que vous avez, j'allais dire, dégagé et partagé un air d'optimisme dans la salle, et auquel on n'est pas habitué, il faut dire. Je crois que l'un des impacts serait que ce soir, nous allons tous bien dormir. Cela dit, bon, moi je ne vais pas commenter, j'allais dire, de façon longue vos propos, mais quand même, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et je souhaiterais vous pousser un tout petit peu à vous prononcer là-dessus. Vous avez pris un bout sur les déficits budgétaires, et c'est, comme vous le savez, quand même, c'est le fruit de la loi de finances qui vient d'être votée, et qui a été votée avec le principe ou l'objectif négocié avec le FMI. Je vais revenir sur le FMI, justement, ça serait le sens de ma question. Je vais vous poser une question tout à fait claire là-dessus, qui était justement de réduire le déficit budgétaire de 6,3 ou 6,5 à 4,9. Et pour cela, il y a eu une série de mesures qui étaient prises dans le cadre de la loi de finances, incluant justement l'accroissement des impôts et taxes directes et indirectes, et aussi le plafonnement de la subvention qui est réservée via la caisse de compensation sur l'énergie. Ce qui fait que, si j'ai bien compris, la politique du gouvernement, c'est de plafonner cette subvention à 1,5 milliard de dinars, peu importe le glissement et la variation du cours de pétrole. Et l'impact direct ces derniers jours, on l'a vu, donc il y a un accroissement des prix, et puis il y a des mouvements sociaux qui ont eu lieu. Et ça, c'est dans la récente visite du FMI, dans le rapport, il salue justement cette orientation de chercher à réduire fondamentalement le déficit budgétaire de 4,9% à 4,9%. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez semblé dire que finalement le déficit budgétaire, ce n'est pas un problème, mais il faut voir la composition. Et je souhaiterais que vous vous prononciez un peu plus par rapport aux éléments que je viens d'évoquer. Le deuxième point sur lequel le FMI a été très clair, c'est justement au niveau de la politique de change. Et il considère en fait que ce qu'a fait la Tunisie depuis un certain nombre de mois, certainement sur l'inspiration du FMI, qui a consisté tout simplement à lever, j'allais dire, la main au protectionnisme, j'allais dire, du dinar tunisien, et donc il est devenu plus ou moins flottant. Et ça a créé dans les faits un glissement extrêmement fort du dinar par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Et ce que dit le FMI, c'est ça ma question, il considère que cette politique-là a pour effet de renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne. Ben, je vous pose les questions parce qu'elle est vraiment des questions qui se posent par rapport à ça. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Le troisième élément sur le FMI, ce qui concerne la politique monétaire, il semble qu'on se dirige vers des mesures au niveau de la Banque centrale pour réduire
la ponction, l'utilisation ou le concours de la Banque centrale auprès des banques, via probablement l'accroissement du taux directeur et probablement une limitation, j'allais dire, du recours aux banques auprès de la Banque centrale. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc c'est trois où j'ai dit une question tout à fait claire. Je vous remercie d'être aussi clair aussi dans votre réponse. Merci. Très bien, Nordine. Peut-être M. Zinsou, donc, pour réagir aux propos d'Eliès sur la fiscalité et puis après les questions de Nordine sur les orientations en fait, du FMI, notamment en matière de resserrement de la politique fiscale en fait, au niveau du gouvernement. Et puis après, les deux questions sur la politique de change. Et sur la partie monétaire, une question complémentaire. Est-ce que vous ne voyez pas aussi dans ce qui est recommandé en matière de resserrement de la politique monétaire en fait, proposée par le FMI, avec la montée de l'inflation, un risque de stagflation de l'économie tunisienne et vous qui connaissez un peu tout ce qui se passe en fait, dans des pays où les inflations sont en train de monter, bon, je sais que c'est des niveaux raisonnables aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là par rapport en fait, à ce resserrement monétaire et ses impacts sur la croissance. Bon, alors c'est bien, c'est des questions simples. Oui, oui. Merci pour votre indulgence. Non, je crois qu'il faut faire un petit peu attention au récit national, si vous voulez, parce que il dépasse les frontières, il dépasse les journaux et les réseaux sociaux nationaux. Et il finit par avoir des effets réels et autoréalisateurs parce que ça finit par devenir l'image du pays et les opérateurs économiques, notamment étrangers, qui apportent de l'épargne de l'étranger, qui apportent des investissements directs, qui peuvent être des clients, peuvent chercher des sous-traitants, etc., etc., finissent par régler leurs anticipations rationnelles sur le récit national. Donc, moi, ça me touche d'autant plus que j'appartiens à un pays qui adore critiquer et qui adore se critiquer, qui adore s'auto-flageller et qui adore se diviser. Je ne dis pas que la Tunisie est dans le même cas, mais enfin, en tout cas, le Bénin est un peu dans ce cas-là. Et du coup, d'ailleurs, et par ailleurs, on est dans un pays démocratique, en fait. Un pays où il y a des alternances, où les prisons sont vides de prisonniers politiques, où les libertés publiques sont à peu près respectées, pas forcément les résultats des élections, mais en tout cas les libertés publiques. Donc, je suis particulièrement sensible au fait qu'il y a un certain nombre de pays qui portent une espèce de vision collective, qui ont un récit sur le présent et surtout un peu le même récit commun sur où on va, quel est le but, quel est l'objectif. Donc, je crois que c'est très important que c'est dans la confiance. Les économies, c'est quand même toujours fiduciaire. Ça a besoin de confiance et jusqu'à un certain point quand même de vision commune. Et si on a perdu les repères, si on n'a pas de vision commune, ça a des effets macroéconomiques. Donc, je pense que vous avez raison d'insister sur ce point du récit national. Sur les impôts et la redistribution, c'est amusant cette réaction, parce que moi, je pensais que j'étais plus social-démocrate que vous. Mais en fait, je me découvre plus libéral que vous. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est quand même, regardons la façon dont l'épargne est servie dans ce pays. Et Eliès nous dit il faudrait quand même une fiscalité des riches qui soit plus juste. Il faut une réforme fiscale de justice. C'est très important. Comme on a tous lu beaucoup de Piketty, des choses comme ça, on sait bien que ce qui est dit sur les patrimoines des plus riches, qui évoluent à 12% et l'économie nationale à 2 ou 3, ce n'est pas du tout un phénomène tunisien. Ce n'est pas du tout une injustice tunisienne, ce n'est pas du tout un reliquat de l'histoire tunisienne, c'est pas du tout... c'est juste un phénomène mondial. Il se trouve que dans la période qu'on est en train de vivre, les inégalités se sont creusées et les détenteurs de patrimoine et des plus hauts revenus, vraiment le tout premier centile de revenus, a eu une évolution totalement différente, hétérogène à l'ensemble des populations.
Et à l'intérieur de ça, en termes de dynamique d'inégalité, la Tunisie est un des pays les plus modérés. Et dire le patrimoine des riches, des très riches, a augmenté de 12% l'an, c'est dire qu'il a augmenté moins qu'aux États-Unis, moins qu'en Europe, en dehors de la France, qui a plutôt fait régresser les inégalités. Bon, ne parlons absolument pas des émergents, parce que c'est dans les émergents, alors il faut le prendre comme ça, mais la Tunisie est un pays émergent. Elle n'est plus un pays pauvre en développement. Donc je veux dire, oui, il y a des inégalités, plutôt moindres en dynamique en Tunisie qu'ailleurs. Mais la question n'est pas forcément de s'aveugler pour l'instant là-dessus, c'est de regarder est-ce qu'on va être capable de rémunérer de l'épargne, de faire se constituer de l'épargne, de faire que les Tunisiens de l'extérieur aient envie et des raisons de transférer beaucoup plus. Il y a une différence de 1 à 3 par rapport au PIB entre les transferts marocains et les transferts tunisiens. Donc il y a un sujet de collecte d'épargne des Tunisiens de l'extérieur et un sujet de rendement de leur épargne à l'intérieur et un sujet d'élaboration de cette épargne. Je veux dire, c'est tellement important de rétablir l'équilibre épargne-investissement que si on a comme programme de créer un vaste consensus sur on va faire payer les riches, je pense que c'est contre-productif à court terme. Et il ne faut pas le mettre sur Twitter parce que je suis président de Terra Nova, le think tank progressiste, social-démocrate français. Mais si vous voulez, il faut subordonner jusqu'à un certain point les sujets de redistribution à cette question absolument lancinante de l'épargne. Parce que, vous voyez, en jouant sur... C'est pas exactement une baguette magique, mais en jouant sur les conditions de l'épargne et de son emploi et du financement et du développement de la liquidité, ce qui demande des réformes institutionnelles pas très compliquées, ce qui demande des choix fiscaux, etc., on va rétablir cet équilibre épargne-investissement, c'est-à-dire fermer le déficit du commerce extérieur. Et en fermant le déficit du commerce extérieur, on va un peu moins s'endetter, même si, encore une fois, la dette tunisienne n'est pas un problème grave par rapport à toutes les dettes de tous les autres pays, et de la région, et d'Afrique, et de la Méditerranée. Ce n'est pas la peine d'hystériser la dette tunisienne. Ça, c'est aussi dans le récit national tunisien, et je le faisais remarquer à Elias, c'est un facteur d'autoflagellation. C'est un supplice. C'est une chose qui m'étonne d'ailleurs, c'est le vocabulaire doloriste de la macroéconomie tunisienne. Vous ouvrez un journal et les gens vous disent maintenant, c'est le temps des sacrifices. On a différé les sacrifices, il faut des sacrifices. Bon, soit, il faut des sacrifices. Et notamment, il est essentiel pour les grands équilibres du commerce extérieur, qu'on n'achète pas tel bien, qu'on soit patriote. Attendez, mais tout ça, c'est pas sérieux. La question, c'est comment on ferme ce déficit, on réduit, on l'amène là où il était il y a 15 ans, le déficit des paiements. Parce que en réduisant le déficit du commerce extérieur, en rétablissant cet équilibre épargne-investissement, on s'endettera moins. La dette de 69,epsilon%, il n'y a pas de pays, j'attire votre attention là-dessus, et je l'expliquais à Elias parce que même la Biat écrit ça comme ça, il n'y a pas de pays qui présente la dette par rapport au PIB en ajoutant la dette intérieure à la dette extérieure. Les gouvernements français disent oui, 98% du PIB, c'est beaucoup. Il faut absolument qu'on modère la dette. Le gouvernement allemand dit regardez, moi je suis passé de 80% du PIB à 70%. On peut faire baisser la dette. Tout le monde ne parle jamais que de la dette extérieure. La dette extérieure, les 2/3 de la dette souveraine de la Tunisie, donc vous enlevez 1/3 à 69%. C'est quelque chose qui est donc très bas. Il faut quand même être conscient de ça. À 40% de dette, on est très bas. On est en dessous de la moyenne de l'Afrique, qui est le continent le plus bas.
Mais personne ne dit... Vous voyez le gouvernement français dire... Bon, alors il y a 98 vis-à-vis de l'extérieur, et en plus, avec toutes nos émissions de bons du Trésor et notre endettement auprès direct des banques intérieures, on est à 220%. Vous voyez les gens, vous trouvez cette statistique. Cette statistique montre que la Grande-Bretagne est à 275% et que le Japon bat tous les records. C'est une statistique qu'on est obligé d'aller chercher. Tandis que là, vous l'exhibez. Vous dites, un grand panneau, nous avons 70% de dette. Mais non. Non, vous avez une des meilleures dettes. Et quand vous regardez le service de la dette dans le budget, il est spécialement bas. Parce que vous remboursez intérêt principal pour 6 milliards de dinars, je vous assure, c'est extrêmement bas. Ça veut dire que vous avez une maturité longue, des délais de grâce et des taux concessionnels. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que n'importe quel financier devrait vous dire, mais ce n'est pas forcément politiquement correct, mais endettez-vous. Bon, je ferme la polémique, mais c'est bon. Un exemple de récit national qui est de l'autoflagellation, mais qui a l'effet de faire croire à tout le monde que vous avez un problème de dette. Et ça sert à rien. Bon, pardon, je réponds brièvement aux deux autres questions. Sur la fiscalité, je dis bon, ce que je pensais... sur le... C'est-à-dire, c'est bizarre, hein. Je n'ai aucune sympathie historique pour Guizot. Donc, il ne faudrait surtout pas résumer cette conférence sur le thème « Enrichissez-vous, enrichissez les riches, endettez-vous », parce que ça serait un peu contre-productif. Néanmoins, si on ne résout pas le problème de l'épargne, on ne résoudra pas le problème de la croissance à la fin des fins. Alors... réduire le déficit en supprimant les subventions. Si vous voulez, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont utilisé l'effet d'aubaine de l'effondrement du prix du pétrole. Quand vous m'avez dit qu'il y avait encore des subventions sur le pétrole, je me suis dit là, je ne sais pas qui a conseillé le gouvernement, je suis sûr que ce n'est pas Ernst & Young, parce que Ernst & Young a suivi ça dans toute l'Afrique. Même le Nigeria, qui était bourré de subventions, générant du trafic de contrebande dans tous les pays alentours, etc. Quand vous avez la chance de passer de 110 à 26, puis vous remontez petit à petit, vous supprimez toutes les subventions, parce que vous n'allez pas continuer à subventionner du baril à 26. Il aurait resté à 26 3 mois, mais mettons à 40. Et donc, la plupart des pays ont nettoyé toutes les subventions. Évidemment, ils n'y reviennent pas. Donc, vous ne subventionnez pas un baril à 62. Vous enlevez les subventions parce qu'il se subventionne tout seul, parce qu'il est en dessous de son prix de longue période. Donc, effectivement, la suppression des subventions a été une des rares atténuations à la crise pétrolière. Mais comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, Monsieur le Ministre, on a d'autres problèmes, je crois, avec l'énergie dans ce pays, notamment le fait qu'on a des volumes, indépendamment des prix, des volumes de production qui sont bas. Et la production pétrolière et minière, et ça, c'est en partie une question de dialogue social, si j'ai bien compris. Donc il y a l'aspect subvention. On ne subventionne pas des produits qui ont eu la bonne idée d'être divisés par deux en prix relatif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je ne connais pas la scène politique tunisienne, mais ça, c'est la subvention totalement irrationnelle. Donc évidemment qu'il faut chasser ce genre de choses. Donc, je crois qu'il y a sûrement des armes en matière de déficit, mais comme vous avez vu, pour moi, ce n'est pas tellement un tabou, cette affaire de déficit, qui est très facilement financée, étant donné que vous n'êtes pas endetté, et que quand vous l'êtes à des taux très bas. Mais en revanche, vis-à-vis du système bancaire, si l'État et les entreprises publiques évincent le privé dans un contexte de liquidité rare, c'est ça l'intérêt quand même de réduire le déficit budgétaire, qui n'a aucune raison d'être une religion, mais si ça permet de faire de la place au financement privé, c'est ça pour moi qui reste le plus important. Et évidemment, la trajectoire de finances publiques, mais adoptez la rhétorique de l'Union européenne. Vous augmentez le déficit en disant que vous avez une trajectoire de baisse. Moi, je crois que politiquement, s'il a fallu augmenter le déficit et du coup essayer de
d'augmenter les impôts pour combler le trou. Je ne pense pas qu'on va combler le trou. Je pense que c'est exactement ce que disait Eliès. Il y a des mesures contre-productives qui vont produire le résultat inverse. Je pense que trop d'impôts tue l'impôt, et donc je ne pense pas que ça réduira le déficit budgétaire. Mais enfin, vous pouvez être obligé, notamment parce que les jeunes économistes du Fonds monétaire, ils ont souvent des mesures de jeunes gens, un tout petit peu simples, un tout petit peu qu'ils ont appris à l'école récemment. Donc, si on ne leur écrit pas qu'on fait une baisse du déficit en augmentant les impôts, peut-être qu'on a plus de mal à obtenir 2 milliards de dollars, et ce n'est pas très cher payé pour obtenir 2 milliards de dollars, de dire on va augmenter les impôts pour réduire le déficit. Mais il faut être clair sur le fait que la vision et la trajectoire, c'est de baisser les impôts. D'avoir plutôt une politique à l'américaine qui montre qu'on augmente les recettes fiscales quand on baisse les impôts et que ça a un effet de soutien de l'activité économique. Donc sans faire du Trump, si vous voulez, on peut faire du Clinton, si vous voulez. On peut avoir une trajectoire dans laquelle augmenter les impôts pour réduire le déficit, c'est le sens commun, mais ce n'est pas forcément exactement la meilleure politique budgétaire. Alors après, je renonce presque à parler de politique de change, tellement ça pourrait nous amener loin. Je ne suis pas sûr que vous ayez le choix, si vous voulez. Vous avez un récit national négatif. Vous avez un déficit extérieur qui s'accroît. Vous avez une image que vous n'entretenez pas comme une image d'une économie. Qui sait en Europe que la Tunisie est en excédent sur l'Europe? Personne. C'est un scoop, si vous voulez. À force de parler de déficit du commerce extérieur, ça n'a aucun intérêt. Quand on finance un déficit du commerce extérieur, si vous voulez, Krugman, qui était quand même un des grands spécialistes de l'économie internationale, vous explique que l'économie, c'est fait pour consommer des ressources, et donc plus on importe, mieux ça vaut, et qu'on n'exporte que parce qu'on est bien obligé de payer les importations. Mais ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est les importations. Alors on peut ne pas avoir ce genre de point de vue. On peut d'ailleurs renoncer à avoir le prix Nobel comme lui. Mais en attendant, si vous voulez, les déficits extérieurs, quand on est capable de le financer, ne posent pas de problème. Donc il n'y a pas de problème de déficit du commerce extérieur, il y a un problème de l'épargne par rapport à l'investissement. Mais est-ce que vraiment vous auriez pu défendre la parité sans perdre toutes vos réserves de change? Est-ce que vous aviez vraiment le choix? Parce qu'avec cette image et avec ces politiques qui donnent un sentiment de volatilité, avec ces indicateurs de double déficit, est-ce que vous auriez pu faire autre chose que de dépenser toutes les réserves de change? Moi, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas quand même quelque chose d'un peu automatique. En reprenant la main, par exemple, les emprunts de la Tunisie sont très appréciés et très souscrits sur le marché international. Donc, il y a moyen de reprendre la main, de repartir à partir de cette base de confiance et à ce moment-là, de stabiliser la monnaie. C'est évident que quand vous avez une faible élasticité prix de vos exports et des importations assez rigides, la seule chose que vous faites en dévalorisant votre monnaie, c'est d'importer de l'inflation, parce que vous êtes obligé de payer les importations plus chères. Et j'attire votre attention sur le fait, Eliès, 4,6% d'inflation moyenne sur l'année 2017, 6% sur le dernier trimestre. Quand on a une dévalorisation de 20% de sa monnaie nationale, un déficit budgétaire de 10% du PIB, c'est un exploit de n'avoir que 4,6% d'inflation. Hein, donc le risque, c'est que l'inflation augmente. Et pour empêcher l'inflation d'augmenter, moi je pense que le resserrement monétaire, ça fait partie des signaux. Mais la vérité, c'est faire comprendre que les fondamentaux internationaux de la Tunisie sont bons et qu'il n'y a pas de raison que les marchés jouent la baisse du dinar. Parce que ce qui réduira l'inflation et la modérera, c'est une certaine stabilisation du dinar. Quand vous avez 92 jours d'importation en réserve de change, vous ne pouvez pas le faire de façon, vous ne pouvez pas dire « je rétablis une parité fixe ». Puis je vais utiliser toutes mes réserves
à défendre ma monnaie. Vous ne pouvez pas le faire. Le Nigeria a essayé, il s'est plongé dans une récession épouvantable. Donc, soyons réalistes, mais rétablissons la parité du dinar par la confiance, en fait, sur les paramètres fondamentaux de l'économie tunisienne. Ça permettra de contenir un peu l'inflation plus efficacement que de relever les taux de la Banque centrale, qui sont, à mon avis, des postures de la pédagogie, comme dirait Eliès, fait de la fiscalité pédagogique, ou de la pédagogie par la fiscalité, et la Banque centrale fait de la pédagogie par l'orthodoxie ostentatoire. Très bien. Je dis ça avec beaucoup de respect et d'amitié. Merci beaucoup Lionel. Juste en fait, pour passer aussi, on va passer à quelques points en fait d'Eliès et de Nourdine, puis après on va passer la parole à la salle en fait pour le débat. Et Eliès, en fait, tu voulais parler aussi de tout ce qui est finances publiques. Et effectivement, le débat que j'ai eu avec Lionel tout à l'heure, effectivement, au-delà des présentations des chiffres, c'est aussi beaucoup plus en fait sur la dynamique de la dette, beaucoup plus que la valeur de la dette elle-même, qui est en train de s'accélérer, notamment en fait à cause de la dépréciation. Et la vraie question derrière cette dynamique de la dette, c'est l'efficacité de la dépense publique. C'est les finances publiques, où est-ce que cette dette est en train d'aller, et les finances publiques aujourd'hui, leur situation. Et tu avais un point particulier sur la caisse de compensation notamment. Oui, juste pour reprendre rapidement, mais très rapidement, le point de la fiscalité. Mon propos n'est pas d'augmenter la pression fiscale. Je pense au contraire qu'elle doit diminuer pour donner des marges de manœuvre, et notamment à la classe moyenne pour pouvoir épargner. En revanche, c'est l'échelle de la fiscalité qui, me semble-t-il, est à revoir, sachant que nous sommes dans un contexte particulier dans lequel, certes, il y a les forces économiques qui sont à l'œuvre, mais il y a également des forces sociales, et il faut bien voir qu'il y a des attentes énormes qui se sont exprimées en 2011 et qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Sur la dépense publique, effectivement, on a abordé rapidement le sujet de la caisse de compensation. Il y a des choses qui sont absolument, je dirais, effarantes et qui sont dans les données publiques. C'est un rapport de l'INS, je crois, qui date de 2014 ou de 2015. Si on regarde de près, premier chiffre, 23% de la dépense de la caisse de compensation ne va pas aux ménages. En fait, elle sert à alimenter le commerce parallèle transfrontalier, etc. Donc, on est en train de subventionner les ménages, mais 23% ne va pas aux ménages. Deuxième chose, on s'aperçoit que la dépense de la caisse de compensation par individu est très supérieure dans les catégories aisées que dans les catégories démunies que l'on est censé aider via cette caisse de compensation. Ce qui veut dire que si on ne faisait que distribuer, alors on revient au revenu universel, si on prenait la caisse de compensation et qu'on la distribuait à tous les citoyens de manière égale, eh bien on ferait mieux que ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Ça questionne tout de même. Et donc, c'est clair que là, on a de vrais sujets. Alors, là aussi, la fausse bonne idée, c'est de se dire, bon ben voilà, et on a d'ailleurs essayé de le faire il y a quelques années, c'est très simple, on va supprimer la caisse de compensation et on va juste subventionner ceux qui en ont besoin. Le problème, c'est de savoir comment les identifier, ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est un travail qui doit être préparé, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir l'explosion sociale d'abord et la résolution du problème après. Donc, ça se prépare, ça se travaille. On sait que ce sont des sujets extrêmement délicats, que si ce sont les autorités locales qui doivent définir qui est dans le besoin et qui ne l'est pas, on a des risques de corruption. Bon, donc, ce sont des choses qui se travaillent, mais là aussi, ce sont des problèmes qui ont trouvé des solutions convenables dans un certain nombre de pays. On peut, tout à l'heure on parlait du taux d'équipement en téléphonie, le fait que tous les Tunisiens aujourd'hui ont accès à la téléphonie mobile, on peut envisager des solutions de redistribution qui utilisent des canaux donc de monnaie électronique. Donc on peut trouver des solutions, mais il faut, pour trouver des solutions, commencer à s'intéresser sérieusement à la question, parce que quand on ne s'est pas posé la question, on ne trouve pas la réponse. Je voudrais juste terminer, parce que je pense que je n'aurai pas la parole à nouveau, mais pour dire tout à l'heure, Nourdine disait nous allons tous bien dormir ce soir. Je crois que, nous allons bien dormir parce que Lionel nous a donné quand même un certain nombre d'éléments de discours et de faits qui sont optimistes et qu'il nous faut peut-être et certainement valoriser mieux, mais aussi
parce que en organisant cette conférence, la BIAT met enfin les questions économiques sur la table et organise un débat qui, me semble-t-il, est extrêmement utile pour faire progresser notre compréhension collective et la construction de notre récit collectif. Merci Ilyes. Alors Nordine, pour réagir rapidement, un point aussi sur lequel tu voulais parler, c'est tout ce qui est confiance et le secteur privé. Enfin, je vais être rapide, mais juste, enfin, vous savez, sur le speech de Lionel, moi je retiens ceci, que vous avez un pays qui a des fondamentaux solides, qui a eu par le passé des fondamentaux solides, qui a assez de réserves. Vous en avez dilapidé pas mal jusque-là, mais il en reste quand même. Donc vous pouvez, il y a encore quelque chose qui reste et vous pouvez jouer avec. Mais en fait, là, quelque part, il y a une partie de la réalité tout au moins à ce niveau-là. Ce qui s'est passé sur ces 7 dernières années, rien qu'à voir le trend, on est au niveau de la gestion des fondamentaux, disons, de macroéconomique et des finances publiques sur une courbe complètement décroissante. Et je crois que globalement, lorsqu'on compare la situation avant la Révolution, après la Révolution, en fait, on est dans des tableaux totalement inversés. Avant la Révolution, lorsque l'image qu'on a de la Tunisie, c'est un pays qui a des fondamentaux extrêmement solides, des notations qui sont au vert et des clignotants qui sont au vert partout, extrêmement attractifs, que ce soit pour l'investissement ou pour le financement sous forme de dette. Et à ce moment-là, nous avions un secteur privé qui n'était pas, j'allais dire, assez dynamique, pour les raisons qu'on connaît et qu'on comprend. Maintenant, après la Révolution, on est dans une situation, alors là, totalement inverse. On est au niveau des finances publiques, de la gestion publique, tout est au rouge ou presque. Bon, ce n'est pas ce que vous avez semblé dire, mais en tout cas, le trend, il est celui-là. En revanche, s'il y a un enseignement positif, de mon point de vue, qu'on pourra retenir depuis la Révolution, c'est véritablement la qualité de notre secteur privé. Et je pense que on a quelque part, on est tous, je le suis tout au moins, un peu bluffé par la qualité de notre secteur privé. On a tout le temps pensé, avant la Révolution, que le tissu économique tunisien est composé pour l'essentiel de petites et moyennes entreprises qui sont fragiles et qu'avec ce qui s'est passé avec la Révolution, on s'attendait à ce qu'il y ait de la casse. Or, il n'en est rien. Il y a eu de la casse, mais franchement, ce n'est pas ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, il y a évidemment des entreprises qui ont souffert, qui même continuent à souffrir, et qui, aujourd'hui, connaissent, pour ceux qui n'ont pas disparu, connaissent des problèmes énormes. Et je pense que les banquiers dans la salle en savent quelque chose. Mais la Tunisie n'est pas uniquement celle-là, d'un point de vue économique. La Tunisie est celle des entreprises qui font de la croissance, et elles sont majoritaires, elles sont nombreuses, qui ont fait de la croissance, qui ont fait des bénéfices, qui se projettent dans l'avenir avec, j'allais dire, beaucoup d'optimisme, et qui investissent. Je crois que c'est un enseignement qu'on a eu, moi personnellement, à travers ma proximité avec le monde des affaires, mais également à travers les observations que nous faisons régulièrement. Et la plus récente que nous allons certainement publier dans les prochains jours, sur le baromètre des entreprises. Et encore une fois, ce que nous constatons, c'est que sur 2017, pratiquement 3 entreprises sur 5 ont fait de la croissance. Il n'y en a que pratiquement moins de 20% qui ont eu, j'allais dire, une baisse de leur niveau d'activité. 4 entreprises sur 5 estiment que sur 2018, elles vont faire de la croissance. Sur l'investissement, en gros, plus ou moins 40% ont l'intention d'accroître leur investissement. 40% maintiennent leur investissement. Il y a quasiment moins que, on va dire, aux environs de 15% qui ont l'intention de réduire. Et en même temps, le jugement que le monde des affaires, que les chefs d'entreprise font de l'environnement politique, de l'environnement économique, de l'environnement social, et de ce qu'il y a de plus négatif. Quasiment, presque tous, 90%,
estime qu'il est mauvais. Et en plus, il estime que cet environnement ne va pas changer positivement dans un proche avenir. Donc c'est comme si vous avez les chefs d'entreprise qui disent, et qui, en s'adressant aux politiques, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas réussi à nous ôter les obstacles, probablement vous en avez créé de nouveau. On s'en fout un peu, on n'a même pas confiance dans votre capacité de changer les choses, mais nous, de notre côté, on fait le boulot, on réussit, et on pense qu'on va réussir, et on voit notre avenir de façon rose. C'est en gros la situation, j'allais dire, qui existe de façon probablement, disons, simple, sarcastique, mais c'est un peu la réalité. Et la réalité reflète réellement la qualité des entreprises du secteur privé en Tunisie. Et je crois que c'est une force qui est là, dont on n'a pas suffisamment conscience, et probablement par les pouvoirs publics. Et je crois que c'est un élément sur lequel c'est un grand atout qui, moi personnellement, m'autorise à être et à rester extrêmement optimiste quant à l'avenir de ce pays. Voilà.